Un très bon début de semaine à vous tous, chers amis. Merci beaucoup d'être là. Nous allons parler de pas mal de sujets ce matin. Comme d'habitude, en deuxième heure d'émission, je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes du genre contrôlant? On est beaucoup à l'être. Probablement. Bon, là, quand je dis on, évidemment, vous allez dire, ben oui, on sait bien, les filles, vous l'êtes, contrôlantes, mesdames, hein? On se fait souvent dire ça. C'est vrai qu'on gère beaucoup de choses et qu'il y en a, évidemment, qui trouvent qu'on gère même trop de choses. Est-ce que c'est parce qu'on veut effectivement tout contrôler? Il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont contrôlants. Chacun à sa façon. On va revenir là-dessus avec des invités en deuxième heure d'émission, dont une auteure, entre autres, Marie-Ève Lamontagne, qui vient de publier un livre qui touche l'estime de soi parce que les deux seraient très liés, apparemment. Et on va revenir sur un sujet qui est sur beaucoup de lèvres par les temps qui courent. Est-ce que Donald Trump va finir son mandat? Pouvez-vous croire qu'il y a bien des gens qui ont pris même des paris, à savoir à partir de quand va-t-on pouvoir destituer le président américain? On a beau leur dire qu'il n'y a aucun président dans l'histoire américaine qui a été destitué. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui pensent à tort que Nixon a été destitué. Nixon n'a pas été destitué. Il a démissionné avant, parce qu'il devait sentir la soupe chaude, avant qu'il soit convoqué devant la commission qui se chargeait justement de ce qu'on appelle le processus d'impeachment aux États-Unis. Bref, on va revenir là-dessus avec Donald Cuccioletta parce que c'est fort intéressant. D'abord, ça nous replonge un peu dans l'histoire des États-Unis et c'est pas rien de le savoir. C'est important, je pense, de maîtriser ça. Et aussi parce que Donald Trump, c'est quasiment un de nos sujets de discussion préférés officiels, je vous le dis. Un sujet qu'on va aborder tout de suite, c'est en lien avec les bandits à cravate. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière, il y a le fils de Michael Applebaum. On se souvient que Michael Applebaum a été maire intérimaire de Montréal après le règne de Gérard Tremblay. Il s'est largement prononcé, M. Applebaum. Il s'est présenté comme étant le maire qui allait être plus blanc que blanc. Vous vous souvenez de ça? Ben, ça a l'air qu'il y avait le blanc sale parce que il se fait coincer et vous l'avez vu, il va écoper d'une peine de prison. On devrait le savoir d'ici la fin du mois de mars là, de combien il risque de faire en prison. La couronne demande 2 ans de prison. Son fils la semaine dernière a dit que la santé de son père était plutôt fragile, sa santé physique, mais surtout mentale. Il dit il est triste, il est abattu, il fait plus de blagues, et puis il y a même des pensées suicidaires. Évidemment, c'est pas drôle tout ça, c'est une situation vraiment plate, mais c'est quand même quelqu'un qui a fraudé puis qui a essayé de prendre des pots de vin. Il n'est pas tout seul, là, M. Applebaum. Il y en a plein. Là. On peut se souvenir, par exemple, si vous voulez, des nouvelles de Gilles Vaillancourt, là, qui est écopé de 6 ans de prison. Vous vous souvenez que quand il est arrivé dans sa cellule, il avait trouvé que c'était pas mal sale, les sandwichs n'étaient pas mangeables. Il devrait obtenir une libération conditionnelle après le tiers de sa peine. Et on pense, comme Vincent Lacroix l'a eu lui aussi, qu'il va avoir le droit d'aller ensuite en maison de transition. Vincent Lacroix, évidemment, c'est le mot-clé ici, c'est que depuis l'affaire Lacroix, qui avait volé plus de 113 millions de dollars à presque 9000 épargnants, bien évidemment, les bandits à cravate, on les haït, on les pourchasse, puis on veut qu'ils payent pour leur crime. On considère que c'est un véritable crime qui mérite d'aller en prison. C'était la question qu'on vous pose ce matin. Est-ce que devant finalement la multiplicité des cas de fraudeurs, il y a de plus en plus de bandits à cravate. Est-ce que la prison, c'est la solution? C'est vraiment ça notre débat de ce matin. Et pour en discuter, je vous présente Walid Ijazi, qui est avocat criminaliste. Bonjour, Bonjour. Walid. Nicole Gibault est juge à la retraite de la Cour du Québec. Elle est avec nous. Bonjour, Madame Gibault. Bonjour. Frédéric Bédard est chroniqueur. Bérard. Ça recommence. Je recommence sincèrement. Frédéric Bérard est chroniqueur au journal Métro. Il est docteur en droit. Merci, Frédéric. Merci. Je vais m'en tenir à Frédéric. Ça va. Si tu me permets. Bon. Ou Fred, c'est bon aussi, si Frédéric n'est pas sûr. La prison est-elle la solution pour les bandits à cravate? Justement, je commence par toi, Frédéric, parce que toi, tu penses qu'effectivement, on n'a pas vraiment le choix. Là. Je veux dire, pourquoi on créerait une espèce de régime d'exception pour ces mêmes bandits-là? Moi, je vise particulièrement les politiciens ici. Donc, les élus, là. Les élus, exact. Quelqu'un comme Vincent Lacroix, bon, c'était dans le privé, évidemment, tout ce qu'il a fait est parfaitement répréhensible, ça va de soi, mais moi c'est clairement le volet politicien, le volet élu qui m'achale le plus, parce que ces gens-là là, sont tributaires, essentiellement, de notre confiance. Hein. On les a élus.
on leur a demandé de nous représenter. Mhm. Ils ont une fonction que d'autres, comme Vincent Lacroix, n'ont pas et n'auront jamais. Et donc, de leur dire ou de laisser savoir que, ben, vous savez, finalement, c'est pas si grave que ça, la prison, tu sais, vous n'êtes pas du monde dangereux pour la société, la preuve, vous serez jamais réélu, et ainsi de suite. Je trouve que ça envoie un bien mauvais message. Et ce que disait le fils d'Applebaum, je trouve ça bien triste. Mais je veux dire, ce gars-là a quand même profité de sa position d'élu pour frauder, pour commettre des abus de confiance, pour aller chercher des pots de vin. Et je pense qu'il faut envoyer un message fort. Déjà que la population est ultra cynique au moment où on se parle envers les politiciens, est-ce qu'on va vraiment les réconforter dans cette idée-là en leur disant, ben voyez, quand t'es politicien, c'est pas si mal que ça. La peine de Vaillancourt a été assez mal reçue pour toutes sortes de raisons. Mhm. Et là, j'ai appris qu'il allait passer Noël en famille prochainement. En fait, le prochain Noël, c'est évidence. L'année prochaine, quand oui, même. exact. Faut qu'il oui, fasse l'année, par définition, mais ouais. ce que je veux dire, c'est que c'est le genre de petites choses comme ça qui, puis je veux pas avoir l'air trop conservateur, puis je suis sûr que mon ami Walid va me le rappeler, mais il reste quand même que tu ne peux pas créer de régime d'exception pour les élus, en tout cas pas à mon sens. Mhm. Et après, on verra, bon, si voler 50 000 piastres, est-ce que voler un œuf, c'est voler un bœuf? C'est ce qu'on va voir. Est-ce que 50 000 ou 500 000 ou 5 millions, ça fait une différence? Après, on pourra débattre de ça, mais j'aimerais entendre Nicole Gibault là-dessus. Nicole Gibault, qui est juge à la retraite de la Cour du Québec, qui a siégé pendant plus de 20 ans, majoritairement en matière criminelle et pénale. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicole? Ben, c'est sûr qu'on est très frileux. Quand je dis on, la population est très, très frileuse quand on parle de bandits à cravate. Le tout, évidemment, c'est on l'a vu beaucoup plus après la commission Charbonneau. Il existait des bandits à cravate bien avant ces gens-là, mais on dirait qu'on n'avait pas on l'a pas en plein visage et surtout pas télédiffusé de la façon dont ça a été fait. Donc, et le système judiciaire et le législatif, dans le fond, mais surtout le système judiciaire, on n'est pas complètement sourd et aveugle là, à tout ceci. Donc, je pense que c'est un courant là, présentement et c'est correct aussi. Pourquoi? Parce qu'on veut lancer un message que, et M. Bérard l'a très bien dit, c'est un message qu'on a brimé la confiance du public dans l'administration de la justice si on ne mettait pas ces gens-là en prison. Mais est-ce qu'on peut les emprisonner avec sursis? Parce que ça existe, le sursis. C'est ce que les avocats de M. Applebaum demandent. Mm-hmm. Oui, ça existe. Et oui, c'est contraignant. Et oui, c'est punitif. Mais est-ce que c'est aussi punitif qu'une cellule 6 par 8 avec un petit bol de toilette puis un lit plat? Non. Mais est-ce que c'est plus punitif qu'une sentence suspendue, qu'on appelle un sursis de sentence souvent, mais c'est quand même pas une sentence qui est prononcée avec une ordonnance de probation, où à ce moment-là, oui, c'est plus punitif que ce régime-là. Mais, écoutez, ils sont surveillés souvent 24 heures sur 24 et ils sont ramenés devant nous. Ça m'est arrivé régulièrement d'imposer des ordonnances de sursis, d'emprisonnement. Et au premier bris, et c'est tolérance zéro, je vous le dis, là, tolérance zéro, au premier bris, ils sont ramenés devant le tribunal, on demande des explications. Si ça passe pas, on peut les mettre une semaine en dedans, 2 semaines en dedans pour aller réfléchir. Pendant la durée évidemment, c'est toute sentence, il faut qu'elle soit en bas de 2 ans moins 1 jour, parce qu'au-dessus de ça, on ne peut pas avoir de sentence. Mais c'est sûr que c'est mal accepté dans le public. Et je vous dirais, 2 ans moins un jour, c'est comme une probation, ça, non? Non, 2 ans moins 1 jour, c'est une sentence. On ne peut pas imposer une sentence avec sursis d'emprisonnement, par exemple, de 3 ans. Ça ne peut pas exister. Le Code criminel limite tout ça à 2 ans moins 1. On a vu dans M. Applebaum qu'on demande 2 ans. Mais 2 ans, c'est du pénitencier. Ouais, et là, on ne peut pas l'imposer. Si on va une journée de moins, on pourrait imposer un sursis d'emprisonnement. Mais est-ce que le public reçoit ça comme il faut? Non. C'est très rare, même dans M. Vaillancourt, vous l'avez bien dit, même 6 ans, les gens hurlent parce qu'on se dit... Mais par contre, lorsqu'on donne un sursis d'emprisonnement, on fait toute la peine. On ne fait pas un 6e de la peine. Mais alors, vous disiez tout à l'heure, on est frileux. Qu'est-ce que vous voulez dire par on est frileux? Ben, c'est parce que, pas les tribunaux, mais les gens n'acceptent pas beaucoup que les à
cause du courant maintenant, parce que ça a changé, là, Isabelle, je vous dirais qu'il y a 20 ans passés, des fraudes, des abus de confiance, on n'envoyait pas les gens en prison tout le temps, là. Ça a vraiment augmenté les sentences. C'est comme les sentences pour les facultés affaiblies. Mhm. On a beaucoup augmenté. On a une évolution en matière judiciaire et ça va avec le pouls. Pas parce qu'on est lié au public, aux réactions du public, mais on est lié à l'environnement et dans lequel on vit. Donc, on est moins frileux à les envoyer en prison, donc. Oui, c'est ça. Quand je dis frileux, je parlais de la population qui se sent pas bien quand c'est peut-être pas l'expression, là, mais qui se sent pas bien lorsqu'on voit pas une sentence d'emprisonnement. Voilà. Il faut, pour les gens, des faut sentences qu'ils payent. d'emprisonnement. C'est la notion de... Faut qu'ils payent, voilà. Walid Hijazi, comment vous voyez ça? En justice, il faut faire attention. C'est difficile de généraliser. Comme on dit dans mon métier, chaque cas est un cas d'espèce. Ça veut dire que chaque dossier est unique, a des spécificités, des particularités qui lui est propre, et chaque dossier est évalué selon ses propres mérites. Vous en avez déjà défendu, vous, des bandits à cravate? Plusieurs, dans des cas beaucoup pires que M. Applebaum. Une autre chose aussi, et là, je fais un peu écho à ce que la juge vient de dire, quand un juge rend sentence, quand un juge rend une décision, il articule une décision, il le fait en vertu du droit applicable, en fonction de la preuve qu'il a devant lui. Il le fait pas pour faire plaisir à la population. Un jugement, c'est pas un sondage d'opinion. Il doit trancher le cas qu'il y a devant lui. Fut un temps où peut-être qu'on avait tendance à banaliser un petit peu les crimes qu'on dit de col blanc parce qu'on estimait que c'était pas des crimes violents. Ils avaient des peines un peu moins sévères qu'ils auraient dû avoir. Ce courant est depuis longtemps révolu. C'est fini, ça. Pourquoi? Il y a un durcissement à différents niveaux. Avec l'histoire de Vincent Lacroix chez nous, sans doute, non? Vincent Lacroix, il jetait dans le premier procès Norbourg d'ailleurs, défendant des accusés là-dedans. Ça a mené à des modifications législatives. On a augmenté la peine pour fraude, le crime de fraude. Fraude, voler quelqu'un par supercherie, par malhonnêteté. C'était passible de 10 ans, c'est maintenant passible d'un maximum de 14 ans d'emprisonnement. Alors, le sursis n'est même plus disponible depuis 2012 pour quelqu'un qui est trouvé coupable de fraude de plus de 5 000 $. Mais bref... De plus de 5 000 $? Oui, ça, c'est au niveau du code criminel. On a une fraude moins grave, c'est moins de 5 000 et n'importe quoi en haut de plus de 5 000 $, c'est considéré comme un crime plus sérieux et naturellement, la fraude, la peine doit être plus importante. Qu'est-ce que vous en pensez tous les trois, là, par exemple, si bon, la Couronne a demandé 2 ans ferme, c'est-à-dire il n'y a pas le 2 ans moins un jour dont Nicole Gibault nous parlait. Donc, 2 ans ferme, c'est une histoire de 50 000 $, là. Même pas 30 000. Bon. Et si on compare, par exemple, Vaillancourt. Exactement. C'est quand même pas, on parle de dizaines de millions de dollars. Ça, c'est ce qu'on sait. Ça, c'est ce qu'on sait. Déjà, apparemment, là, qu'il va devoir en rembourser à peu près 8,6. Enfin, c'est ce qui a été demandé. Je ne sais pas s'il va vraiment les rembourser. Mais il a plaidé coupable. On se souvient qu'il l'avait fait du bout des lèvres. Il a fallu d'ailleurs que le juge lui dise, ben là, il faut vraiment dire, je suis désolé, ou oui, je plaide coupable. Oui. Mais parce qu'il était comme pas sûr, hein? Mais vous savez, Isabelle, ce que je note dans vos comparaisons, c'est qu'il y en a qui ont plaidé coupable. Ouais. Et par conséquent, et vous le dites sur le bout des lèvres, mais il y avait un petit début de remords, qui est un des critères que le juge comprend en considération lorsqu'on accorde une peine. Alors ici, dans le cas de M. Applebaum, mais on ne sait pas ce qui va être la décision. Ça peut peut-être être ça pour d'autres motifs, un sursis, si le tribunal décide ainsi. Ouais. Mais par contre, il n'y a pas de remords. On n'a pas vu et on n'a pas entendu M. Applebaum s'excuser. Pourquoi? Ben c'est bien simple. On est encore dans le délai d'appel. Là, faut comprendre que c'est très délicat également. Alors c'est un peu la raison, je crois, pour laquelle on n'a pas exposé de remords. Mais un plaidoyer de culpabilité fait partie des facteurs atténuants. Et par conséquent, oui, c'est possible de le donner dans certains cas, mais est-ce que c'est bien reçu? Je suis pas certaine que c'est toujours bien reçu. N'en déplaise aux gens qui pensent que ce n'est pas astreignant, ça l'est astreignant. Mais peut-être pas autant que dans une cellule. Mais là, vous avez peut-être vu, en fin de semaine, on rappelait, il y a un article du Journal de Montréal qui rappelait qu'il y a 2 avocats présumés complices, là, justement, dans l'affaire Vaillancourt, qui étaient apparemment des complices de l'ex-maire de Laval, qui ont été libérés des accusations qui étaient portées contre eux parce qu'ils ont évoqué le fameux arrêt de Jordan, dont on a déjà parlé ici, ce fameux arrêt de Jordan qui dit que si ça fait trop longtemps que tu attends ton procès, ben tu as le droit de dire, ben là, écoutez, je fais trop longtemps, enlever ces accusations. C'est arrivé il y a eu
eu il y a eu comme il y a comme 30 quelques personnes qui ont demandé dernièrement d'être sous l'arrêt de Jordan. Mais ces deux-là, en tout cas, entre autres, on parle de maître Jean Bertrand et maître Robert Talbot qui ont finalement n'iront pas en procès. Oui, ben, j'espère. Oui, ben, ils étaient accusés de crimes graves. Non, de fraude dont on parle. Oui. C'est comme c'est des crimes de col blanc, là, ça. Mais ils étaient présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. Et aussi, qu'il n'en déplaise à d'autres, l'injusticiable a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. C'est un droit constitutionnel, c'est un droit fondamental, c'est un droit important. Alors, s'il n'en a pas bénéficié, la justice n'avait pas le choix que d'arrêter les procédures. Wow, c'est quelque chose. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec Walid. Là, ça, c'est assez clair que l'arrêt Jordan, et puis d'ailleurs, c'est pas la première fois que la Cour suprême l'a dit, hein, au début des années 90, dans l'arrêt Morin, elle dit là, vérifiez, vos délais sont beaucoup trop longs, la couronne, donc 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, on vient lui rappeler la même chose. Donc moi, il y a personne qui va me faire pleurer par rapport à Jordan. Ceci dit, c'est un problème de ressources, beaucoup plus qu'un problème de célérité. C'est 2 ans et demi. Faut que tu passes en cours dans les 2 ans et demi des accusations. Mois, c'est 30 mois. Sauf circonstances exceptionnelles. Dans le cas, Isabelle, de ces 2 personnes, il y a d'autres motifs. C'est le juge Brunton qui est très habitué. Il en a entendu plus qu'une requête en arrêt de procédure. Mm-hmm. Alors, ces 2, il a motivé sa décision en disant que ça n'entre pas dans les causes exceptionnelles. Il n'y avait pas de motif exceptionnel qui permettait. On aurait dû juger ces gens-là à part. C'était moins complexe. Et on n'a pas accordé pour les 11 autres. Là. Alors, il y en a 11 autres qui l'ont demandé. Le juge Brunton a dit non, ça, c'est complexe, assez complexe, que l'arrêt Jordan ne peut pas s'appliquer dans les circonstances. Mm-hmm. Mais c'est tellement long qu'il y a même déjà, là, sur l'histoire de Laval, là, il y a 37 individus qui ont été arrêtés. Il y en a déjà 3 qui sont morts, parce qu'il y a des gens qui sont plus tout jeunes là-dedans. Puis c'est tellement long qu'à un moment donné, tu as le temps de mourir en attendant, imaginez. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système quand même. Mais là, on parle de la lenteur du système. Mais il y a un lien. Je pense que ce que tu fais là, c'est pertinent parce que un état de droit, c'est basé sur quoi? C'est basé sur l'état de confiance, sur un lien de confiance, notamment entre la population et les élus. Bon, ça, c'est la démocratie aussi, mais basé sur des règles de droit qui sont légitimes, qui sont probantes, qui veulent dire quelque chose. Et là, on voit qu'il y a une crise de confiance entre la population et les élus, pour toutes sortes de raisons, qui n'ont pas toujours à voir avec le code criminel, puis c'est une bonne chose. Mais quand on parle de code criminel et d'élus dans la même phrase, je vois pas en quoi ces élus-là pourraient bénéficier d'une exemption quelconque. Puis ce que disait Walid, il a raison, c'est des cas d'espèce, il faut faire attention, je comprends, mais est-ce qu'on doit pas être au moins autant sévère envers les gens qui détiennent des mandats de la population quant à leur probité? Moi, je dirais oui. Mais ceci dit, je ne le vois pas le traitement de faveur. Je vois pas le traitement de faveur. Je vois pas la justice isolée pour les cols blancs et une autre pour les élus. Pour les élus. Je veux dire, chacun est un dossier unique qui est évalué selon les particularités, ses spécificités. De façon générale, il n'y a pas d'exception pour les cols blancs. Fut un temps où c'était considéré comme étant plus banal. C'est fini ce temps-là. Il n'y a pas de régime d'exception pour les cols blancs non plus. En même temps, est-ce que au prix que ça coûte, hein, le public est quand même assez outré de voir que ça coûte 100 quelques dollars, 100 000 $, combien ça coûte un prisonnier en prison? Je sais pas. Fédéral, on parle de 100, il y a toutes sortes de chiffres qui ont été... Le criminaliste va le savoir mieux que moi. Ben, ça coûte cher, disons que ça coûte cher, et ce n'est pas... Mais c'est plus de 100 000 $ par année, là. Oui, alors qu'il y a d'autres mesures au code criminel pour rencontrer les mêmes objectifs de dénonciation, de dissuasion, d'exemplarité, les différents objectifs qu'une peine cherche à avoir. Le code criminel, une peine, ça a plusieurs objectifs. On veut donner l'exemple, on veut punir l'individu. Il y a également un aspect de réhabilitation. Et il y a différents outils, différentes peines possibles qui peuvent rencontrer les mêmes objectifs. La juge a longtemps parlé de l'emprisonnement avec sursis. La Cour suprême a dit, on avait tendance à penser que c'était une tape sur les doigts, l'emprisonnement avec sursis. La Cour suprême du Canada a dit non. C'est une peine sévère qui se situe entre la probation et le carcéral. Ce n'est pas une peine banale et c'est une peine qui peut rencontrer les objectifs de dissuasion dans les cas appropriés. On va s'arrêter ici. Très courte pause. J'ai hâte d'entendre ce que nos auditeurs ont à dire là-dessus. C'est vrai que, bon, je vous le disais, la prison, ça coûte cher en argent public. En plus, on pourrait toujours dire, ces gens-là, ils ont peut-être fraudé pour des millions de dollars. En même temps, ils ont tué personne. Est-ce que le crime mérite qu'on les mette en prison pour une certaine période de temps? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons? On est très bon en insertion, normalement, nous, au Québec. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens? Il y a le bracelet. Il y a des gens qui me rappellent qu'il y a des bracelets qu'on peut mettre aux chevilles des gens, puis on les empêche de sortir de telle heure à telle heure. Il y a un couvre-feu. Bref, il y a plein de façons de faire en sorte que les gens aient une certaine punition sans forcément les mettre en prison. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est la prison
ou rien, 514-790-9850. Bien sûr, on parle de crimes de ce qu'on appelle les bandits à cravate. Vous pouvez nous joindre sans frais en faisant le 1-866-790-9850. On se demande ce matin si la prison, c'est vraiment la solution pour les bandits à cravate. Je vous rappelle que ce sont des crimes de col blanc dont on parle, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas tué, n'ont pas agressé, il n'y a pas de voie de fait, mais il y a des millions parfois de dollars qui sont subtilisés à des familles. On se souvient dans l'histoire de la Croix, là, vous vous souvenez sans doute du témoignage de ce grand-père qui avait donné à Vincent Lacroix pour investir dans des fonds, là. Puis lui, il pensait vraiment que ces fonds-là étaient sous l'autorité des marchés financiers. Les gens étaient convaincus que c'était, entre guillemets, legit, là, qu'il y avait très peu de risques, sinon le risque qui vient avec tout investissement qu'on confie, soit à la bourse, soit dans un REER, même votre REER, il est à risque. Mais dans ce cas-là, c'était pas, je passe à mon voisin qui m'a dit, check bien, je vais te donner du 30% de retour sur ton investissement. C'était pas ça, c'était vraiment dans un contexte où on aurait pu penser que cette personne-là pouvait avoir toute la confiance. C'est le grand-père qui disait donc qu'il avait fini par perdre tout l'héritage de ses deux petites filles. C'était à vous arracher le cœur. Il y a plein de gens comme ça que j'ai eu l'occasion d'interviewer qu'il fallait qu'ils ont dû retourner travailler alors que c'était des retraités qui avaient mis leur retraite là-dedans. Il y a ça là aussi. Peut-être qu'on t'a pas tué, mais on t'a drôlement hypothéqué, c'est le cas de le dire. Donc, est-ce que la prison est pas finalement obligatoire ou dans un cas comme ça, où c'est que de l'argent finalement, certains diront ça, est-ce que finalement il n'y a pas d'autre façon? J'aimerais d'ailleurs vous proposer de nous appeler 514-790-9850. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Vous en pensez quoi, bonjour vous? à tous. Moi, je viens de vous entendre. J'ai 3 ou 4 affaires. Je Oui. viens de vous entendre concernant Vincent Lacroix. Premièrement, je trouve dommage que les gens fassent confiance à quelqu'un juste comme ça, là. Mm-hmm. À ce moment-là, ça, j'appelle ça un viol moral. Mm-hmm. Parce que c'est d'abuser de quelqu'un au point de vue mental. Pour ce qui est des municipalités ou du gouvernement ou des choses comme ça, je vais vous dire, ces gens-là, ils ont été élus. Mm-hmm. Élus. Pour nous, quand on les élus, c'est des gens qui sont respectables, on leur met la confiance en ces gens-là pour diriger notre ville, notre gouvernement ou quoi que ce soit. Ils sont respectés, honorés de tous à différentes occasions. Non, la prison, c'est leur place. Et puis, c'est dommage si monsieur a la tête basse puis il n'a plus le goût à faire des farces. Quand c'était le temps de piger dans le jeu de bonbons, c'était drôle. Et là, c'est plus drôle, c'est le temps de passer à payer sa peine, qui que ce soit. Et moi, je vais vous dire, parce que j'ai une très grande confiance, c'est pas assez la prison pour moi, pour ces gens-là. Étant donné que ça devait être des gens exemplaires. Un voleur de banque qui vole, qui se fait arrêter, il fait son temps, on le sait, c'est un voleur. On s'attendait à ce qu'il vole. Un élu, on s'attend à ce qu'il soit droit, qu'il soit respectable. Il fait son temps et en plus, moi, quand il finirait sa sentence, il y aurait plusieurs années de travaux communautaires. Et même, je vous le dis, je le taguerais pour qu'il ait assez honte de ce qu'il a fait, là. Je vous dis, il n'y a pas de fin pour payer pour ça. Autant tu as été fier de te pavaner que tu étais le maire, que tu étais le député, que tu étais le premier ministre, que tu étais ministre de ça, autant que tu vas traîner ta honte de ce que tu as fait. Mais ce que vous demandez, Jacqueline, c'est même beaucoup plus que ce qu'un violeur d'enfant a aujourd'hui. Un violeur d'enfant, un agresseur sexuel, un pédophile, même pas ça. Vous êtes sévère avec des gens qui volent de l'argent. Madame Maréchal, au Québec, là, je vais vous dire, on a une justice de bonbons. On est tellement, excusez le terme, fucké. Regardez bien une chose, on trouve que ça coûte cher. OK, les prisons? Rapidement, Jacqueline, oui. Oui, expliquez-moi pourquoi les gens qui sont de supposément confessions religieuses différentes n'ont pas le droit de manger de porc, n'ont pas le droit de manger de ci, n'ont pas le droit de manger de ça. Ils leur font venir des repas cachers, des repas proportionnels à leur religion. Ta religion, elle t'a pas empêché de battre ta femme. Ta religion t'a pas empêché de voler. Merci, Jacqueline. Là, on déborde de notre sujet. Je vous rappelle qu'on parle de la prison comme solution pour les bandits à cravate. Gaétan, bonjour. Bonjour. Écoute, vous compariez il y a 2 secondes les peines pour les violeurs, tout ça. Oui. C'est peut-être les violeurs qui ont pas assez de peine tant qu'à moi. Là. Puis le bandit à cravate, oui, effectivement, t'as volé, à même titre que les gens qui ils sont embarqués dans les loteries puis ces choses-là, là, qui dépensent l'argent des compagnies, mais ils se ramassent en dedans. Fait qu'eux autres, c'est la même game. Va en temps dedans, va passer ton temps là. Puis
c'est dommage aujourd'hui la justice parce qu'il y a des gens qui ont tué il n'y a pas longtemps, puis à cause d'un délai, ils vont même pas en dedans. Ou ils sont en dedans, puis ils ressortent au bout d'un an parce que les délais sont trop longs. Fait que si on veut que les gens continuent à croire la justice, à un moment donné, il faut donner les peines qui vont avec les actes. Merci beaucoup, Gaëtan. On va à la pause. On revient tout de suite avec vos commentaires. 514-790-9850. À tout de suite. Bonjour, Sébastien. Bonjour, Isabelle. Est-ce que vous pensez que la prison, c'est la solution pour les bandits à cravate? Ben, absolument. Puis, je pense que c'est pas. Ils n'ont pas des peines assez sévères. Tu sais, il y a l'argument, là, ils n'ont pas tué personne. Oui. Les pédophiles non plus, ils n'ont pas tué personne. Hein. Fait qu'à un moment donné, là, c'est pas parce que tu n'as pas tué personne que tu n'as pas eu un impact sur la vie de quelqu'un. Puis, eux, d'autant plus parce qu'ils jouent avec l'argent public. Donc, l'impact qu'ils ont, c'est sur la communauté en entier. Puis, cet impact-là, c'est de l'argent de moins pour la collectivité. Fait que vous êtes comme Frédéric Bérard, mon invité, qui lui estime que oui, la prison pour les bandits à cravate, et en plus, être plus sévère avec les élus parce que eux, normalement, ils doivent montrer patte blanche et être plus blanc que blanc, finalement. Ben, plus blanc que blanc, et on s'entend que les conséquences les conséquences de l'argent de moins là, dans nos poches, effectivement. Là. Mettons, là, on va y aller sur la construction. Si on allait garder cet argent-là, là, on aurait des autoroutes avec 10 voies. Personne ne serait stressé d'aller travailler le matin. On serait tous plus heureux collectivement. Juste calculer comme ça. C'est des conséquences qui sont mesurables, je trouve. Puis ces conséquences, moi je pense que, dans le fond, les conséquences de leur geste devraient être d'autant plus grandes que les conséquences que ça a eu sur la population, sur les gens. Merci beaucoup. Manon, bonjour. Oui, bonjour. Vous penchez de quel côté, vous? Moi, je trouve que oui, il devrait avoir de la prison. Parce que moi, ma fille, elle a fait des vols moins que 5 000 Ouais. Puis ils ont pris comme exemple pour un exemplaire, ils lui ont donné 4 ans de prison. 4 ans pour 5 000 $, et moins? Oui, madame. Ça se peut-tu, ça? Attendez, j'ai des avocats ici en studio. Ben, à première vue, ça me surprendrait. Ça dépendrait si... Est-ce qu'il y avait d'autres choses que des antécédents judiciaires, c'était pas la première fois. Voler à répétition, ça justifierait peut-être une peine aussi sévère. Sinon, ça m'apparaît à première vue déraisonnable. Mais Isabelle, elle a eu, en tout et partout, là, elle a fait quasiment 30 vols dans les 3 ans. Ah oui, OK. C'est ton premier dossier. Oui. Nicole Gibault, là-dessus, vous voulez dire quelque chose? Oui, ben c'est parce que j'étais tout à fait d'accord avec Maître du fait qu'elle devait avoir des antécédents judiciaires. J'ai déjà sentencé quelqu'un à 22 ans pour des vols qualifiés et sa répétition. Alors, c'est sûr que 30 vols, ça méritait évidemment. J'en doute même pas. Là. C'est dommage pour la mère, là, mais je pense que c'est là-dessus. Là, on a une différence majeure. Ouais. Mais tout à l'heure, je posais la question. Je vais vous la poser, Benoît. Tiens, bonjour. Bonjour à vous. Merci de nous appeler. Quelqu'un qui vole 5 000, quelqu'un qui vole 50 000 ou quelqu'un qui vole 5 millions. Pour vous, est-ce que c'est la même chose? Ça reste du vol? Peu importe le montant et ils méritent tous la même peine? Peut-être pas tout à fait, parce que j'écoutais pour M. Applebaum, et pour 30 000 $, 2 ans ferme. On pense à M. Vaillancourt, que pendant 25 ans, il a volé les habitants de Laval pendant 25 ans, je pense. Pour plusieurs dizaines de millions. Hein? Plus. Parce que là, le 6e de sa peine, il y a eu 6 ans. Je comprends qu'il a évité le procès qu'il va rembourser, mais quand même, pendant 25 ans, c'est un système érigé. Ils sont une 50aine de personnes là-dedans. Et là, le 6e de sa peine, comme il disait, là, à Noël, il va être chez eux. C'est une vraie farce. Il aurait dit, OK, compte tenu que tu nous évites le procès, c'est supposé d'être 20 ans, on va te donner 5 ans ferme, quelque chose. Parce que là, à 1 an, il va être tranquille, il va se repentir, il va aller chez eux à Noël, puis après ça, il va sortir. Il va aller en maison de transition. Oui, effectivement. Merci. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour, madame. Quant à moi, pourtant, je suis pas un extrémiste, un rigoriste. Il faut absolument que quelqu'un pris comme, par exemple, surtout qui a une charge publique ou un financier, il faut, d'après moi, qu'il goûte à ce que c'est que la prison. Et puis après ça, bien là, on parlera de sursis, mais
une condamnation avec sursis sans le vécu en prison. D'après moi, ça tire plutôt vers... pour moi, c'est presque de la farce. Merci beaucoup. C'est drôle parce que personne jusqu'à maintenant m'a dit, d'habitude, là, ça prend pas 5 minutes que quelqu'un dit ça coûte trop cher de mettre quelqu'un en prison. Mais non, jusqu'à maintenant, non. Je sais pas si vous, Pierre, ça vous tente de me dire ça ce matin, non? Bonjour, oui, Pierre. Vous alliez dire ça tombe bien. Oui, ça tombe bien. Moi, je trouve que c'est une vraie farce, la prison. C'est vrai? Écoutez, ça a l'air stagé, monsieur... C'est pas arrangé du tout! Le monsieur de Laval. Oui. Vaillancourt, vous l'avez dit? Gilles Vaillancourt? De Laval. Je demeure en dehors de Laval, je demeure sur la Rive-Ouest. Qu'est-ce qui paye pour ce gars-là? Ça va être tous nous autres, les gens, les citoyens du Québec. On paye tout pour ce monde-là. C'est quoi aujourd'hui? C'est une farce. Ils sont gâtés en prison. Ils ont des beaux édifices, ils sont nourris, ils sont bien nourris. Qu'est-ce qu'ils ont? Puis ils ont des bons... je dis pas des bons salaires, mais ils ont même un salaire. Hey, c'est quoi la prison? Il y en a que je connais, là, ils font des vols à répétition pour aller en prison pour pas être sur le BS. Ils sont bien logés, ils sont nourris, ils ont tout. Aux États-Unis, là, t'envoies là, avec des uniformes jaune-orange, le prisonnier, là, ils travaillent sur le bord des autoroutes, enchaînés, tout à fait avec 2-3 gardes avec des mitraillettes, essaye pas de te sauver, là. Et monsieur comme lui, là, en prison, envoyé en prison, va travailler, là, va remplacer les cols bleus là, qu'on paye à gros salaire. J'allais le dire, Pierre, vous et moi, on est dans le même cerveau. J'allais dire, on pourrait les utiliser pour aller pelleter la neige dans les quartiers où c'est pas déneigé. Hey, pourquoi est-ce qu'ils prennent pas ce monde-là pour faire des travaux comme ça, là? Ça nous coûterait bien meilleur marché de col bleu, et puis bien meilleur marché de beaucoup de frais, de prisonniers, de prisons, d'édifices, de tout. Une petite cabine dans la prison, là. Hey, ils ont tout. Une petite cabine, un lavabo, une toilette. Merci, Pierre. Un bain pour les douches. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas ça? Hein? Merci. Bonjour, Jacques. Jacques, êtes-vous là? Oui. Oui, je suis là. Allez-y. OK. Moi, mon opinion là-dessus, c'est que la sentence et la gravité, puis aussi on devrait tenir compte du nombre de victimes. Un élu, là, lui, qui s'est fait élire par une quinzaine de mille de personnes qui flouent la ville, alors il floue 15 000 personnes. La gravité est plus grave que si tu as floué une personne. Ça, c'est mon opinion. Mais ça dépend du crime. Oui, la gravité du crime aussi, c'est sûr. C'est sûr, mais nos élus, est-ce que M. Applebaum a floué une personne en particulier? Non. Pourquoi il y aurait une sentence? Regardez la madame qui a fait 30 vols de banque. Elle a eu 4 ans. C'est pas à cause d'un vol de banque, c'est à cause de la gravité. Il y a eu 30 victimes. 30 vols de banque. Merci beaucoup. On va aller à la pause. On revient tout de suite après. On se demande si la prison est vraiment la solution pour les bandits à cravate. Il y a des gens aussi qui me disent, d'abord, il y a plein de gens qui sont effectivement d'accord avec le fait qu'on doive incarcérer les gens qui ont volé l'argent des autres. Et surtout que, on me rappelle là, de bien spécifier, et puis je pense qu'on l'a fait tout à l'heure avec mes invités, que c'est pas parce que t'as pas tué que t'as pas d'impact en volant quelqu'un. Je vous parlais de l'affaire Norbourg avec Vincent Lacroix. Il y a des gens qui ont été profondément déprimés. Il y en a qui ont songé à s'enlever la vie parce qu'ils venaient de perdre toutes leurs économies, sans compter ce que ça te force à faire. C'est-à-dire souvent, si t'as plus un sou, il faut que tu retournes travailler. Il y a des gens qui étaient à leur retraite, qui avaient 70 ans, qui se sont retrouvés sans le sou. Donc, il y a quand même des facteurs aggravants aussi. En même temps, c'est vrai, il y en a qui le disent, ils n'ont pas tué personne, il n'y a pas de moyen de les garder à la maison puis de s'assurer qu'ils ne sortent pas pendant plusieurs années ou qu'ils restent chez eux confinés avec un bracelet. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, un peu moins chez nous, mais quand même, ça se fait aussi. Ici, on le voit. Là. Ça va commencer. Puis ça va commencer. La technologie s'implante lentement. Ça va éventuellement devenir une alternative. C'est la prison chez vous, finalement. Tout à fait. Parce que les prisons débordent, là. Non, mais l'emprisonnement avec sursis, c'est de l'emprisonnement. C'est juste pas dans un établissement carcéral, mais l'idée, c'est qu'il y a un élément de réhabilitation. On veut préparer la personne à réintégrer totalement la société tout en la gardant à l'écart. Alors, ça va dépendre d'un dossier à l'autre, mais l'idée de la réhabilitation, c'est ultimement, moi, quand quelqu'un sort, finit de purger sa peine et qu'il devient mon voisin, je préférerais avoir quelqu'un qui soit un actif à la société que quelqu'un d'antisocial. Comme disait Madame la juge tout à l'heure, c'est quand même beaucoup moins dissuasif à la maison que dans une petite cellule de 6 par 8. Moi, je pense qu'on doit envoyer un message aux politiciens que c'est pas suffisant de signer un chèque puis de rembourser les sommes. C'est que vous allez être assujettis à la peine
qui est assujetti habituellement pour le commun des mortels. On parle que les prisons sont surpeuplées, je veux bien, là, mais quand on regarde la question d'alcool au volant, les peines se durcissent depuis 5-10 ans. Maintenant, il y a de plus en plus d'emprisonnement, ce qui, à mon sens, c'est une bonne chose. Ouais. Et les bandits à cravate, ça devient un fléau. C'est pas un fléau? Moi, je pense que oui, on vient de sortir d'une commission Charbonneau. Nicole Gibault? Oui, ben c'est exactement pour ça. Puis c'est des facteurs que les tribunaux prennent en considération. Puis c'est ce que je disais tantôt. C'est pas parce que le juge réagit au public qu'on impose une sentence, mais c'est un courant qui s'est établi parce que des pertes de confiance puis c'est des gens en situation d'autorité. Donc, c'est pour ça que la jurisprudence a changé depuis plusieurs années. Et vos invités ont raison de le soulever, que même si c'est de l'emprisonnement avec sursis, etc., ce n'est pas punitif autant que de l'emprisonnement, et souvent c'est le message, parce que la réhabilitation, là, écoutez, on s'entend, là. Je pense que la leçon a été comprise par M. Applebaum ou par M. Vaillancourt ou par monsieur ou madame qui est en situation de cette façon-là comme politicien. Je pense que c'est pas le but visé. Mais est-ce que ça peut faire peur à d'autres qui vont se présenter la semaine prochaine, soit comme échevins ou conseillers ou quoi que ce soit, qui vont dire, écoutez, dans le plat de bonbons, on va s'arrêter un peu, là. On va se garder une petite gêne. Et c'est ça, les critères d'exemplarité. Donc, c'est pour ça la jurisprudence a beaucoup évalué. Et maintenant, c'est presque, et je vous dis bien presque rendu une règle, l'emprisonnement ferme. Évidemment, il y a des situations, il y a des facteurs atténuants, j'en conviens. Chaque cas est un cas d'espèce. On a Claudine au bout du fil. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, vous en pensez quoi, vous? Moi, j'en pense qu'on achète un bloc au lieu qu'ils vivent en prison, puis qu'on laisse la place aux violeurs, aux abuseurs, aux chauffeurs qui conduisent avec 6 fois des arrestations puis qui tuent des gens. Puis avec un bloc, ben on leur donne une chambre, puis ils se lèvent à 6 heures le matin, ils déjeunent, puis ils vont travailler. Ah oui, vous les faites travailler. Oui, on les fait travailler là où ils sont floués. Ah, c'est intéressant. Ça va prendre du monde pour gérer ça, par exemple? Oui. Ils ont floué la ville de Laval, ben ils vont aller travailler à la ville de Laval. Ils n'auront pas de paie au bout de la ligne, mais ils vont travailler toute la journée. Supervisés. Ils vont connaître que non, pas supervisés. Oui, ils vont être supervisés. Mais eux, ils vont juste travailler pour remettre à la communauté ce qu'ils ont enlevé. Merci, Claudine. Je sens que Claudine voulait nous dire là, qu'il faut qu'il rende à la communauté. Ben, c'est précisément ce qui va arriver aux 2 co-accusés de Michael Applebaum. Ils sont plusieurs à avoir été arrêtés. Il y en a 2 qui ont plaidé coupable, un autre conseiller élu, puis un fonctionnaire. Les 2 ont été condamnés à 240 heures de travaux communautaires. Après un plaidoyer de culpabilité. Ils n'ont pas fait de procès, eux. Ils ont admis leur tort, ils ont manifesté des remords, ils ont une peine moins sévère que ce que Michael Applebaum va avoir, mais cette idée de travailler, faire du travail en quelque sorte forcé, ils sont pas rémunérés pour ça. Précisément dans le dossier qui nous intéresse aujourd'hui, les 2 autres personnes impliquées vont précisément faire ça. Dans le cas de Michael Applebaum, je disais que la sentence devrait arriver fin mars, je pense le 30 mars. Oui. Est-ce que 2 ans ferme, ça paraît quand même beaucoup, là? Ben, vu regard de toutes les autres causes dont on a discuté ce matin. C'est parce qu'il n'a pas été accusé de fraude au sens classique du terme. Il a volé personne. Il est accusé de différents crimes en lien avec le fait d'avoir abusé de son pouvoir. C'est passible d'un maximum de 5 ans. Peu importe le crime, généralement, le maximum, c'est pour le pire des scénarios imaginables pour ce type de crime-là. Ce qu'il a fait est grave, mais on parle quand même d'un incident, 30 000 $. Il va avoir un aspect de dissuasion nécessairement à cause de sa position de confiance, mais 2 ans, comme la couronne... Mais c'est quand même coupable de fraude. Fraude, c'est envers les contribuables, là, envers le gouvernement. Oui, mais il n'a dérobé personne. Il n'a pas mis d'argent dans ses... Il a pas mis sa main dans les poches de quelqu'un. C'est pas assimilable à de la fraude, comme Vincent Lacroix, par exemple, où le sursis n'est même pas possible. C'est pas une option possible. Est-ce que c'est considéré comme moins grave? Oui, dans la mesure où c'est punissable d'un maximum de 5 ans, dans l'échelle de gravité des crimes, c'est moins grave qu'une fraude classique. Ça reste sérieux, ça reste un crime grave, ça reste un crime qui va être sévèrement puni, mais d'une ampleur de 200 d'incarcération, vu l'ensemble des circonstances, quelqu'un qui n'a pas d'antécédent judiciaire, quelqu'un qui est déjà complètement démoli, quelqu'un qui va faire 1 an d'après vous? 1 an ou pas de prison? Ben, si c'était du sursis, ça serait pas, faudrait pas se scandaliser de ça, mais ça vraisemblablement, il va y avoir du temps ferme là-dedans. Maître Walid Hijazi, merci d'être venu nous voir ce matin. Merci beaucoup, Nicole Gibault, juge à la retraite de la Cour du Québec. Merci beaucoup, Frédéric Bérard, chroniqueur au Journal Métro, docteur en droit. Merci à vous 3. On va s'arrêter ici le temps d'une très courte pause et on va voir après la pause et après les nouvelles si on est contrôlant. À tout de suite, tout le monde. Restez là.